livre? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre? Parce que bon, vous devez être sollicité quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Pourquoi vous l'avez traduit? Et pourquoi vous avez fait cette présentation assez conséquente tout de même? Oui, alors moi j'avais traduit en fait le précédent livre de Eben Alexander, La preuve du paradis, et je trouvais que ce dialogue il apportait des compléments intéressants, en fait des choses nouvelles. Ça permettait de reparler d'expérience aussi et de parler des implications justement et des réflexions que ça avait provoqué chez lui dans son changement de vision du monde, etc. Et au départ c'est un dialogue qui a été fait en vidéo, en fait, qui a été réalisé en vidéo. C'est pour ça que l'éditeur français l'a sorti en livre DVD. Avec le dialogue donc sous forme écrite et sous forme vidéo. Et ce dialogue, il était un peu court en fait pour faire un livre simplement. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il m'a demandé du coup d'en faire une présentation, et ce qui permettait de situer justement un peu les enjeux, le contexte. Le contexte dans lequel cette conversation arrivait, parce que donc Eben Alexander avait eu déjà beaucoup de succès avec son livre aux États-Unis, avait fait l'objet de beaucoup de critiques. Oui. Il avait répondu à plusieurs critiques dans des débats avec des sceptiques, avec des neuroscientifiques, etc. Et donc voilà, il fallait resituer un petit peu le contexte de cette discussion, c'était intéressant. Et il a demandé également une préface donc à Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin à Toulouse, médecin anesthésiste animateur, qui s'intéresse à ce sujet depuis longtemps aussi, et une postface donc à Jean Stone, qui est philosophe des sciences, et qui lui aussi s'intéresse aux questions qui lit science et spiritualité de longue date. Et du coup, ça permettait d'avoir un livre comme ça avec des regards croisés aussi autour de ce dialogue qui est quand même la pièce maîtresse du livre. Bien sûr, c'est le dialogue lui-même entre Moody et Alexandre. Oui, et franchement, c'est quand on a lu le premier et moi, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop l'intention d'acheter celui-là, parce que je me suis dit pourquoi celui-là, pourquoi un autre. Et effectivement, ça apporte des explications qu'il n'y avait pas dans le premier. Peut-être aussi parce que bon, je l'ai lu en anglais, donc c'est quand même un peu moins facile. Cela dit, j'ai trouvé que c'était assez fascinant. Et puis, comme vous dites, c'est un peu le relais qui est passé par Moody à Eben Alexander. Et j'aimerais que vous me disiez pourquoi il est tellement critiqué, indépendamment du fait qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est parce que c'est du marketing, ça y est, il veut faire de l'argent, etc., etc. Mais pourquoi est-ce qu'il est tellement attaqué? Finalement, il y a des gens qui disent que ça n'a même pas existé, qu'il a tout inventé. Alors, quelle est votre position? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi j'ai eu la chance de le rencontrer en plus, parce que mon ami Sonia Barcala a organisé les deuxièmes rencontres sur l'expérience de mort imminente en mars 2013 à Marseille. Et donc Eben Alexander et Raymond Moody aussi d'ailleurs faisaient partie des invités. Et donc moi je venais juste de traduire son livre, donc je l'ai rencontré. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Il faudrait que ce soit un manipulateur incroyable pour avoir menti en fait depuis le début sur son expérience, parce qu'il la raconte dans le monde entier. Il répond à toutes sortes de sollicitations. Il serait complètement dans la schizophrénie. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Il fait l'objet d'attaques dures parce que son livre a eu du succès. Et parce qu'il s'appelle La preuve du paradis. Parce que la preuve du paradis, il faut bien reconnaître que c'est un petit peu une promesse extrême quand même. On n'est pas obligé, quand on lit son livre, de considérer que c'est la preuve du paradis. C'est une preuve du paradis pour lui, disons. Chaque expérienceur, d'ailleurs, les gens qui ont vécu une EMI eux-mêmes, considèrent qu'ils ont la preuve, en tout cas, sinon du paradis, mais de la vie après la mort. Ils sont, pour la plupart, en tout cas souvent, ils sont convaincus qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Il y a une autre forme d'existence, en tout cas, après la mort. Donc, Alexander est attaqué pour ça, parce qu'on en a fait un prophète, et parce que c'était un neurochirurgien, auparavant, qui était sceptique, mais en tant que neurochirurgien, il a ce qu'on appelle une parole d'autorité. Donc quand il se met à dire que l'après-vie existe, etc., ça a plus de poids que quand c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ce domaine-là, qui se prononce sur ce sujet, disons. Voilà, donc il y a plein de raisons. Il y a aussi une grande part de jalousie qui est liée au succès, comme pour d'autres auteurs comme ça qui rencontrent le succès rapidement et contre toute attente. Enfin, en tout cas, c'était assez surprenant. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu que ça marcherait autant. Alors après, il y a des attaques qui ont consisté à revisiter sa vie personnelle, professionnelle, en disant qu'en fait il avait des plaintes médicales derrière lui, et que du coup il fallait qu'il se sorte d'un mauvais pas. Enfin, tous ces arguments-là ont été démontés en fait par des gens qui travaillent avec lui, qui le soutiennent, notamment au sein de l'association Jans,
l'association internationale qui s'occupe des études de mort imminente, oui. des expériences de mort imminente. Donc, bon, on a essayé de dire que c'était un manipulateur, un menteur, etc. Moi, je suis convaincu de sa bonne foi, hein, et c'est vrai que s'il avait voulu, il y a un argument, à mon avis, qui est intéressant, c'est que s'il avait voulu inventer une histoire, il aurait proposé justement une EMI beaucoup plus typique, en fait, beaucoup plus standard, à mon avis. Il aurait dit, je suis sorti de mon corps et j'ai vu tout ce qui se passait dans la salle de réanimation, et parce que comme c'est un expert en plus du domaine, il pouvait décrire, il aurait pu partir dans une élucubration où il lui était facile de décrire de l'environnement médical, hospitalier, qu'il connaît par cœur. Donc, il aurait ramené une expérience, à mon avis, dans laquelle il aurait mis des éléments comme le tunnel, comme on disait tout à l'heure, les rencontres avec des proches, les CD, et des choses beaucoup plus typiques. Or, son expérience contient pas ces éléments caractéristiques-là, mais elle contient des choses qui font que, à partir de ce qu'on appelle l'échelle de Grayson notamment, qui permet d'évaluer la profondeur d'une NDE, eh ben, il est au-delà de la moitié sur ce score-là, par exemple, hein, qui est une échelle utilisée par les psychologues. Donc, il a fait une vraie EMI, il a fait une vraie expérience de mort imminente selon les standards de la psychologie, de la médecine actuelle. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas réfuter. On peut pas réfuter non plus qu'il était très très proche de la mort, puisqu'il avait à la fin de la semaine moins de 2% de chances de survie, d'après l'évaluation faite par ces médecins. Ces médecins étaient sur le point d'arrêter les antibiotiques parce qu'ils considéraient qu'elles faisaient pas effet, et il s'est réveillé contre toute attente le matin du 7e jour, alors qu'il était donné pour moribond, quoi. Et il était donné pour n'ayant aucune chance de récupérer ses facultés. Hein, même s'il avait 2% de chances de survie, il avait 0% de chance de récupérer ses capacités intellectuelles et physiques. Or, il a tout récupéré en l'espace de quelques mois, là aussi, contre toute attente, quoi. Donc, c'est déjà à la base une guérison inexpliquée, disons, sinon miraculeuse, hein, pour certains, mais en tout cas inexpliquée. Et donc c'est une première chose, hein. Et donc il explique que voilà, certaines de ces constantes, le taux de glucose dans le cerveau par exemple était tombé extrêmement bas. Enfin, il avait plein d'indicateurs qui montrent qu'il a réellement frôlé la mort. Donc après, on peut toujours mettre en doute le contenu de son récit, mais c'est toujours la même chose. On n'a pas d'éléments pour vérifier les récits d'expériences de mort imminente autres que les parties qui concernent les perceptions hors du corps. Oui. Donc quand les gens sont au-dessus de leur corps, avant de partir ailleurs, hein, notamment, parce qu'ils souvent ils se retrouvent donc ensuite dans d'autres environnements, mais quand ils sont au-dessus de leur corps, ils peuvent voir des choses, ils peuvent entendre des discussions entre les gens qui sont là, les médecins notamment, et ils peuvent rapporter des détails. Donc ça, effectivement, il y en a plein la littérature de cas comme ça. Oui. Et qui sont des anecdotes, on ne peut pas les considérer comme des preuves. Enfin, certains considèrent que ce sont des preuves, mais en l'occurrence, ça suffit pas comme preuve scientifique, puisque ces récits-là sont recueillis dans des conditions non contrôlées. Ce ne sont pas des expériences scientifiques contrôlées. Et puis on ne peut pas les répéter, ça c'est sûr qu'on ne peut pas les répéter. Pas les répéter, voilà. Ouais. Donc on a mis en place des protocoles dans certains hôpitaux, il y a plusieurs études qui tournent, où il y a des cibles qui sont disposées dans les services de réanimation notamment, et où on espère que les gens qui vont faire un arrêt cardiaque par exemple, vont se retrouver au-dessus de leur corps et vont pouvoir regarder une cible et en ramener le souvenir. Alors c'est difficile parce qu'il faut percevoir la cible, il faut la mémoriser et il faut rapporter le souvenir. Donc il faut que la cible soit attirante en tant que telle, il faut qu'elle soit voilà, c'est des protocoles qui sont difficiles à concevoir parce qu'on ne sait pas finalement ce vers quoi la personne est attirée. Certains disent qu'ils regardent leur corps, autour de leur corps, et d'autres qu'ils ont envie de regarder tout autour de la pièce. Enfin, donc, du coup, on a du mal à obtenir vraiment des perceptions de cible dans ces protocoles-là qui fonctionnent depuis quelques années. Mais voilà, c'est le seul élément de l'expérience de mort imminente qu'on peut objectiver, disons, avec les outils de la science. Le reste, c'est du récit à la première personne, d'une expérience subjective. Voilà, que la personne vit, mais surtout, ces vécus-là, ils sont intéressants parce que les gens disent « j'étais dans un état de bien-être indescriptible ». Ça, c'est quelque chose qu'on passe par pertes et profits, alors que c'est peut-être le plus important. Dans ces récits-là, les gens vous disent « j'étais merveilleusement bien, au-delà de toute notion de bien-être qu'on connaît sur Terre, et je baignais dans un amour, je baignais dans un amour indicible, et cette notion d'amour revient en permanence. Et c'est quelque chose qui, si ça relève de l'illusion, c'est quand même très bien fait, quoi. Oui. Et surtout, quel intérêt ça a, tout ce mécanisme, si c'est uniquement de l'illusion pour finalement basculer dans le néant. Moi, c'est aussi l'interrogation que j'ai depuis longtemps que je m'intéresse à ces phénomènes-là. Oui. Je me dis, pourquoi l'évolution a-t-elle amené à vivre une expérience aussi riche et complexe, au cours de laquelle on peut revoir même toute sa vie, et pour finalement basculer dans le néant. Oui, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la survie de la conscience, il faut qu'elle soit étudiée
par la science rationnellement et qu'elle soit au moins envisagée comme étant plausible. Le problème, c'est que les religions ont de longue date confisqué cette réflexion-là. Disons qu'il n'y a plus de réflexion possible parce qu'on nous dit, on nous promet un paradis de toute façon et un enfer, on nous promet tout un tas de choses. Mais c'est intéressant de voir que justement quelqu'un comme Alexander, Raymond Moody et d'autres donc considèrent cette hypothèse-là de manière strictement rationnelle, en essayant de la dégager justement ça, du dogmatisme, quoi, que le dogmatisme vienne de la science ou des religions finalement. Donc Alexander, il secoue un peu le cocotier de ce point de vue-là, parce qu'il est effectivement, au départ, il a sa notoriété de neurochirurgien, sa crédibilité, et aujourd'hui, il fait partie des partisans et des gens qui sont vraiment convaincus que la conscience est primordiale, en fait, que la conscience existe même avant la matière, etc. Donc il a basculé rapidement dans l'autre camp, disons. Et donc on peut dire qu'il a aussi peut-être un point de vue naïf parce qu'il découvre tout ça, toute la littérature spirituelle, mystique, tout ce qui existe dans le domaine de l'ésotérisme, etc. Donc il est très enthousiaste autour de ça, mais il y a des gens qui le disent depuis des années avant lui. Hein. Oui, bah c'est ça, oui. Voilà, donc c'est ça qui gêne chez cette personne-là, parce que en même temps, dans son expérience en tant que telle, on n'a pas d'éléments suffisamment probants pour dire l'expérience est réelle. Parce que l'élément le plus fort qu'il apporte, lui, pour recouper entre son vécu dans le coma et la réalité extérieure en disant mon expérience était réelle, je n'ai pas rêvé, c'est le fait qu'il est accompagné pendant son expérience par une personne qui n'identifie pas, dont il ne sait pas quelle est l'identité, et dont il découvre plusieurs semaines, plusieurs mois après que c'est sa sœur, donc de sa famille biologique, qui était décédé avant son expérience à lui, donc, et qu'il n'a jamais connu finalement, qui était décédé avant qu'il n'ait renoué des liens avec sa famille biologique. C'est incroyable. Il finit par renouer des liens avec sa famille biologique et il apprend qu'il avait une sœur décédée. Et quand il fait son expérience de mort imminente, et ben finalement c'est cette sœur-là qui est son guide, comme son ange gardien, disons. Qui est avec lui sur le papillon, quoi. Il vient avec lui sur l'aile du papillon, et il décrit ça de manière très poétique et très belle. Et on peut dire, voilà, c'est du pur roman, c'est inventé complètement, parce qu'après il dit qu'il la reconnaît finalement sur une photo, on lui envoie après coup. Bien entendu, c'est pas scientifiquement un élément probant. Hein, donc après, on peut toujours mettre en doute. De toute façon, la preuve absolue de la vie après la mort, on l'aura jamais, parce que la question de la vie après la mort, c'est un problème philosophique, c'est pas un problème scientifique stricto sensu. Ça, c'est ce que dit Raymond Moody. Raymond Moody, lui, il a évolué. C'est pour ça que c'est intéressant aussi ce dialogue, c'est que Moody, lui, il a évolué d'une position sceptique aussi à la base, mais qui est une position sceptique de philosophe, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne conclut pas. Le vrai sceptique à la base, c'est celui qui doute, mais c'est celui qui surtout suspend son jugement et refuse de conclure. Et Moody nous a expliqué, notamment donc aux rencontres de Marseille, que sa position avait évolué parce qu'aujourd'hui, il disait c'est intenable en fait de dire qu'il se passe rien, que l'hypothèse de la vie, de la survie de la conscience, elle est pas solide, parce que non seulement on a ces expériences de mort imminente, mais il y a tout un tas de phénomènes vécus autour de la mort qui sont convergents avec ça, comme les phénomènes justement de mort imminente, mais d'EMI partagés, c'est-à-dire ce sont des sorties du corps ou des perceptions de tunnels ou des perceptions de choses comme ça, qui sont vécues par les accompagnants, oui, ça c'est incroyable, hein. Ça, par les gens qui sont au chevet de personnes éventuellement donc en situation de fin de vie, etc. Et donc ces accompagnants, des soignants, des médecins, des proches, des familles, des gens vivent en même temps que la personne, le départ en fait de la personne, et ces gens-là ne sont pas sous l'effet de narcotiques, ils n'ont pas pris de produits chimiques, ils ont rien du tout, ils ont rien qui peut expliquer que eux aussi ont ces visions-là, alors que traditionnellement l'explication consiste à dire qu'il y a plus d'oxygène dans le cerveau, il y a trop de gaz carbonique, il y a trop de médicaments. Donc effectivement, ne serait-ce que ces vécus-là, ils remettent complètement en question les explications rationalistes qu'on a essayé d'apporter pour expliquer l'EMI jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et il y a d'autres vécus encore, comme les communications avec les défunts, qui peuvent entrer dans ce cadre-là aussi. Mais tout ce qu'on appelle l'expérience vécue autour de la mort forme un bloc, un ensemble de vécus. Il y a la lucidité terminale aussi, des gens qui en fin de vie se mettent à devenir très lucides alors qu'ils avaient perdu toute capacité cognitive. Voilà, il y a plusieurs expériences typiquement vécues autour de la mort qui laissent à penser que effectivement la conscience se poursuit en fait après la mort du corps, et que finalement c'est très très banal finalement. Nous ça nous paraît extraordinaire parce qu'on vit dans une parenthèse matérialiste depuis quelques siècles, hein, et que forcément ça c'était un discours qui était réservé aux religions,
Et voilà, et la science ne se prononçait, enfin, en principe, la science n'avait pas à se prononcer là-dessus, mais elle en est venue à le faire quand même, à se prononcer sur cette question-là parce qu'elle pouvait pas faire autrement. Mais voilà, peut-être qu'on vit la fin de cette parenthèse matérialiste. Et Raymond Audi donc explique que lui, il est venu à finalement être convaincu de cette réalité-là à cause de l'ensemble de ces phénomènes-là, en fait, et pas seulement l'expérience de mort imminente en tant que telle. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui vont lire ce livre ou qui voudraient lire ce livre? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que vous, en tant que Jocelyn Morisson, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Moi, je pense que y a des livres qui sont faits pour toutes sortes de lecteurs, Oui. et chaque lecteur donc il trouve ce qui résonne avec son propre questionnement, sa propre réflexion et son propre cheminement spirituel, disons. Donc j'espère que beaucoup de gens peuvent trouver dans ce livre-là effectivement des réponses ou en tout cas des choses, des pistes de réflexion, soit pour conforter certaines convictions qu'ils ont déjà sur la question, soit pour remettre en cause justement leurs convictions, peut-être qui sont d'un autre ordre. Et simplement, moi, je suggère de lire ces choses-là, ces textes-là, en restant ouvert, finalement, parce que la science, elle n'a pas prouvé que la vie après la mort n'existait pas non plus. Je veux dire, ça n'a pas été prouvé ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne faut pas croire que la science matérialiste a démontré qu'il n'y avait pas d'existence possible après la mort physique. Donc c'est une question qui reste complètement ouverte, et il faut avoir un état d'esprit ouvert par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a deux blocages un petit peu à l'acceptation de cette réalité-là. Il y a un blocage conscient d'abord, c'est que pour une personne sensée, et en particulier pour les intellectuels, disons, c'est trop beau pour être vrai quelque part. C'est-à-dire que ces discours-là, ces récits, ça nous promet une après-vie merveilleuse dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, etc. Et en même temps, bon, les expériences, ce ne sont que l'antichambre de l'après-vie. Ce n'est pas l'après-vie en tant que telle, puisque ces gens-là, ils reviennent. Hein. Oui. Ils n'ont pas franchi une ultime limite au-delà de laquelle ils ne pouvaient pas revenir, un point de non-retour au-delà duquel ils ne pouvaient pas revenir. Donc ça ne décrit pas l'après-vie, ça décrit une sorte d'antichambre de l'après-vie, et effectivement ça laisse présager quelque chose de très agréable. Et on peut se dire, c'est trop beau pour être vrai, c'est les petits nuages roses, etc. C'est pas possible, c'est pas sérieux, ça peut pas être vrai parce que ça a pas l'air sérieux. Mais c'est pas un argument en soi suffisant. Disons, le fait que ça soit trop beau pour être vrai n'empêche pas que c'est peut-être quand même vrai. Et que tant mieux si c'est trop beau, quoi. En tout cas, tant mieux si c'est beau. Et qu'on a toutes les raisons de croire aussi quand on revisite la spiritualité au sens large, les écrits mystiques, religieux, ésotériques, etc. On a toute raison de croire que cette réalité-là, effectivement, elle existe et qu'elle est liée à la conscience. Alors donc, il y a une réalité très belle, mais il y a aussi une réalité beaucoup moins belle qui est aussi liée à la conscience. Donc les notions, par exemple, d'enfer et de paradis, on les retrouve dans ces expériences-là sous forme de symboles, mais il y a des vécus qui sont très négatifs aussi. Hein. Il y a des vécus qui sont très douloureux et qui sont liés vraiment à un état de conscience finalement. D'ailleurs, il y a des expériences qui commencent comme celle d'Alexander dans des environnements très noirs, très sombres, très effrayants, qui ensuite se transforment, alors que la lumière justement vient, et se transforment en des expériences très positives, très joyeuses, etc. Donc il y a cette première idée que quelque part c'est trop beau pour être vrai, mais que finalement ça suffit pas comme argument ça. Donc ça c'est ce qui se passe au niveau conscient. Donc pour les intellectuels, je pense qu'il faut qu'ils dépassent cette idée que c'est trop beau pour être vrai. Il y a une deuxième chose qui se passe au niveau inconscient à mon avis, c'est que c'est une remise en question quand même énorme de nos convictions, de notre regard sur le monde, de notre paradigme, de nos conceptions de ce qu'est la réalité, etc. Et que c'est une remise en question telle qu'on peut être freiné au niveau inconscient. On peut ne pas vouloir cette remise en question parce que ça nous oblige à changer notre point de vue sur absolument tout, à commencer par nous-mêmes, quoi. Et on comprend que si on a une conscience effectivement qui vient dans un corps, on a une raison d'être qui n'est pas la même que si simplement on est un corps qui est de passage comme ça pour un temps déterminé. Après, ça nous oblige à éventuellement penser en termes de réincarnation aussi, parce que ces éléments-là arrivent forcément dans la réflexion. Et donc, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le cosmos, etc. Tout ça c'est change. Vaste, hein, ça ouvre des tas d'horizons. Voilà. Alors, on va malheureusement être obligé d'arrêter là, parce que sinon, moi, je resterai avec vous jusqu'à demain matin, voilà, parce que ça me passionne. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que ça peut être un blocage pour beaucoup de gens, parce que c'est une remise en question quand même colossale. Ah oui. Mais bon, comme moi, j'ai connu Moody quand il a sorti son livre, comme je vous disais, vous deviez être un tout petit bébé.
Je ne sais même pas si vous étiez né d'ailleurs, mais si, j'étais né en vous étiez né. 77. Bon, Oui. vous étiez né. Bon, mais en 75, c'est en 75 que c'est Ouais, sorti. 75, j'avais 11 ans. Ah bah quand même, vous voyez, vous faites pas votre Ah, âge. Mais ça a été, moi je m'en rappelle, j'étais en Belgique quand j'ai lu ce livre. Ça a été quelque chose d'absolument invraisemblable. oui. Il a, bon, il a vraiment ouvert, il a vraiment débroussaillé tout ça, et je vous assure que le petit Moody, il en a entendu, hein, il en a lu, il en a entendu, on l'a mis vraiment, enfin bref. Mais ce qui est intéressant, Sylviane, c'est que Moody était très jeune en fait à l'époque. Oui. Il avait 30 ans lui-même. Oui, Hein. oui, oui. Il avait une trentaine d'années parce qu'il venait juste de terminer ses études. Enfin, il était encore étudiant en médecine, hein, je crois, parce qu'il était déjà diplômé en philo avant. Oui, 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 oui. oui, Donc, quand il a sorti son livre, il avait une trentaine d'années finalement. Mais on voit qu'aujourd'hui, ces idées n'ont pas non plus atteint ni le grand public, ni la science officielle, disons. Hein. Ça reste des idées qui sont marginales, disons. Oh oui, mais de moins en moins quand même. Hein. Ça, il y a de plus en plus quand même, grâce à Charbonnier, grâce à vous, grâce à tout un tas de gens, Jans et tout ça. Ça commence quand même. Moi, j'en entends parler. Hein, enfin, ici au Portugal. Bon, mes amis sur mon blog, tout ça, les gens s'ouvrent quand même de plus en plus. Bah, vous savez, je dis toujours, si Louis XIV revenait. Et voyait l'électricité, on finirait tous sur le bûcher, hein, parce que ils nous prendraient tous pour des sorciers ou des sorcières. Bon, peut-être que dans 2 siècles, 3 siècles, il y aura des choses qui auront tellement évolué que ça paraît. Nous aujourd'hui en train de parler, si on voit cette vidéo, ils penseront peut-être, mais les pauvres, c'était le Moyen-Âge de ça. C'est sûr, non, forcément, mais il faut croire à ce progrès-là aussi. Ah oui, le progrès, ça peut être aussi de retrouver des choses qu'on a oubliées, en fait, au fil de ce qu'on a appelé le progrès, finalement. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, Jocelyn, je vous remercie encore une fois Merci beaucoup. D'abord de votre disponibilité, et puis de parler aussi passionnément d'un sujet qui moi aussi me passionne. Eh bien, je recommande donc ce livre. Je lui ai donné 5 étoiles, bien sûr. Et puis, entre parenthèses, je recommande aussi votre dernier livre sur la voyance. Allez, on en reparle aussi quand même, parce qu'il était bien, j'en ai déjà parlé, mais allez, on profite de ça pour en parler aussi. Je vous félicite, je vous remercie, et je vous dis à très très bientôt. Avec plaisir, à bientôt Sylviane, au revoir. Au revoir.